la gestion de la contagion à l'IHU, vous connaissez la base, c'est ce bâtiment unique donc, qui est ouvert depuis 4 ans et qui regroupe tous les partenaires finalement dédiés aux maladies infectieuses et à la prise en charge de patients contagieux. C'est basé sur des infrastructures qu'on verra et aussi sur des équipes qui sont formées et entraînées. La stratégie, on a vu la surveillance syndromique, épidémiologique que l'on fait au quotidien, mais aussi et de manière capitale, la stratégie de gestion de la contagion repose sur un dépistage rapide, massif, permettant un diagnostic précoce des patients contagieux, donc un isolement et avec un traitement afin de permettre la diminution de la charge microbienne et donc la durée de contagiosité des patients. Ce diagnostic rapide, pour la plupart, vous le connaissez, il repose sur nos laboratoires POC ou Point of Care. Ce sont des petits laboratoires où nous avons des automates pour pouvoir faire un diagnostic moléculaire très rapide, moins de 2 heures, d'un grand nombre de pathogènes. Alors, hop. Donc ici, vous avez l'exemple de pathogènes testés respiratoires, hein, donc c'est tous ces pathogènes qui vont être testés au laboratoire POC-IHU, on peut les tester dans le laboratoire NSB3, hein, pour le traitement pathogène. Et là, vous avez l'exemple des pathogènes qu'on peut rechercher dans le contexte bioterrorisme. L'isolement des patients, il va reposer sur quoi? 3 services de soins de 25 lits chacun, dont un au 3e étage, hein, qui comporte 3 modules qui peuvent être basculés en pression négative. Les chambres seules, ça paraît anodin, mais il faut voir qu'à l'heure actuelle, les 2 grandes épidémies de Covid-19 qui a eu lieu à la PHM, donc les 2 épidémies nosocomiales, sont parties de chambres de patients qui étaient en chambre double, et ça a entraîné des clusters, des foyers de 20 ou voire 40 personnes en gériatrie. Devant chaque chambre est mis à disposition tous les équipements de protection personnelle, hein, donc le soignant peut avoir tous ces équipements directement à la portée de main, et devant chaque chambre aussi, voire à l'intérieur, est disposé un distributeur de solutions hydroalcooliques. Et la solution hydroalcoolique, finalement, c'est un des grands moyens de lutte contre la contagion à l'heure actuelle. Alors ça fait de nombreuses années, donc Philippe Brouki travaille sur l'hygiène des mains. Des travaux ont été faits aussi au Sénégal, à Diembo et Diop avec Cher. Et donc au dernier recensement donc, de juillet 2020, on a 576 distributeurs de solutions hydroalcooliques qui sont déployés dans tout le bâtiment. On a aussi une affiche sur les portes des chambres des patients côté soins qui rappelle « Ma vie est entre vos mains, lavez-les ». Il y a aussi donc, quelque chose qui a été déployé depuis le départ, parce que là, in fine, on a l'impression que tout le monde découvre les viroses respiratoires, alors qu'il y a des épidémies chaque année, que les gens, jusqu'à présent, n'y faisaient pas trop attention. Donc on a déployé depuis le début ces distributeurs, avec en effet le distributeur de solutions hydroalcooliques, et aussi la mise à disposition de masques pour toutes les personnes qui arrivent et qui, au départ, présentaient des syndromes respiratoires type 2. Alors, les défis de l'acte 1 de la pandémie Covid-19, ça a été la carence majeure d'équipements de protection individuelle à travers le monde. Et on a manqué de tout, et c'était une course permanente pour arriver à trouver ces équipements. En pratique, dès janvier, donc quand nous on a eu la connaissance de l'épidémie, on avait lancé des commandes de masques qui ne sont jamais arrivées, du moins pas à temps, parce qu'il était déjà trop tard. La majeure partie de la production était en Chine, avait déjà été tout consommé là-bas. En solution hydroalcoolique, on était en stock très tendu et on s'est retrouvé devant un afflux massif de patients. Donc comment on a pu faire face? C'est ce qu'a dit Michel, hein, ça a été globalement en pratique le système D. Ah, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai appuyé. Ça a été le système D. Donc, on a bénéficié, entre guillemets, de la générosité d'industriels, hein, qu'on peut voir là, qui nous ont fait des dons de tout type de matériel, aussi de solutions hydroalcooliques. Hein. On a eu aussi des combinaisons LVMH, les masques de la CMA-CGM, et on a eu aussi les autres laboratoires, et aussi des anonymes qui ont fait des dons. On a eu aussi le troc, hein, d'échanger ce dont on avait besoin avec les autres.
On a fait aussi du recyclage de combinaisons. Donc là, c'est l'exemple du laboratoire NSB3. Donc vous avez la personne avec son prénom écrit et la date. Vous voyez, 31 mars, ça c'est sa combinaison. Et donc d'habitude, les combinaisons, on les prend et on les jette. Maintenant, là, on les a autoclavées. C'est Nathalie Wurst qui s'est occupée de ça au niveau du laboratoire NSB3, d'autoclaver et de recycler finalement ce qu'on pouvait recycler. Alors les combinaisons, on les a utilisées dans le laboratoire NSB3 et on les a déployées et utilisées une fois au moment de la pandémie. Ça a été au niveau de la zone du grand hall de l'IHU. Ce qu'il faut voir, alors on n'a pas vraiment de vraies photos là-dessus, mais au moment du plus fort de la pandémie, tout le hall était noir d'individus qui venaient soit se faire dépister, qui venaient soit pour la prise en charge thérapeutique. Donc la densité était tellement importante qu'on a équipé les soignantes de combinaisons à ce moment-là. Quelque chose aussi qui a été fait, outre la rationalisation de l'utilisation des EPI, alors rationalisation, c'est le terme joli pour dire ration. Donc tout était rationné, si vous voulez. Alors en pratique, on n'a jamais manqué de rien. Des fois, on était à 24 heures, on ne savait pas ce qu'on allait faire. C'est comme pour le diagnostic, 24 heures après, on ne savait pas ce qu'on allait faire. Mais en gros, avec notre stratégie, on n'a manqué de rien. Alors, il y a aussi une réactivité dans les achats qu'on n'a pas forcément avec un établissement public comme à l'hôpital en face. Donc, grâce à la fondation et grâce à la réactivité de Micheline, finalement, on a pu aussi acheter très rapidement. Parce qu'au moment de cette carence, quand la production a recommencé en Chine, il n'y en avait pas pour tout le monde et il fallait être très très réactif pour pouvoir acheter les choses, et il fallait avoir, je n'oserais pas dire les mallettes de billets, mais c'est ça, pour pouvoir acheter et prendre ce qui commençait à être produit. On a 1 million, la fondation a payé pour 1,2 million sur ses propres fonds, pour pouvoir faire face à la crise, sur ses fonds. On a eu aussi des renforts humains, donc des renforts humains de la PHM, mais aussi des volontaires, médecins, pharmaciens, professeurs qui sont venus nous aider. Les décisions, ce genre de dépenses. Au niveau du comité de direction. On a un comité de direction de l'IHU. Pas de l'université. Non. De l'IHU, on a une réunion hebdomadaire de toute la direction et on décide toutes les semaines. Toutes les décisions sont prises, passées au CODIR, avec un PV, avec toutes. Oui, ben vas-y. Je t'ai mis vas-y. Donc au niveau des circuits, la gestion de la contagion, c'est différents circuits, des circuits aux patients, passant par le linge, les déchets. En pratique, tous les circuits qu'on avait déjà préétablis, avant cette pandémie, on les a appliqués. Les seules variantes qu'on ait eues, finalement, ça a été pour le dépistage, où il a fallu adapter régulièrement le dépistage en fonction du nombre de personnes venant à l'IHU. Alors on a eu aussi l'aide logistique des pompiers pour faire le tri des personnes et les réceptionner quand ils arrivaient à l'IHU pour le dépistage. Pour le diagnostic, il a fallu faire du diagnostic massif. Donc on l'a déjà abordé ce matin. Donc en pratique, le maximum qu'on ait fait dans une journée, c'est 3809 et on a une capacité de 5000 tests par jour. Et en pratique, ce que vous voyez ici, ce sont tous les automates qu'on a acquis en plus pour faire face à tous les tests que nous devions faire. Alors, les interactions humaines, pour gérer quand même cette pandémie, ce qui a été capital aussi, c'était de tous les jours, et c'est ce qu'on continue de faire à l'heure actuelle, de débriefer pour faire le point sur la situation et les différentes problématiques. Alors, je mets cette photo qui est une de nos réunions. Comme vous pouvez le constater, la plupart de nous n'avons pas de masque. Et c'est vrai que quand les gens arrivent à l'IHU, donc qui viennent pour nous voir dans les open space ou dans les réunions, c'est vrai qu'ils sont un peu choqués puisqu'on n'a pas la plupart de masques. Mais en pratique, tant qu'on n'est pas en contact dans les zones où on reçoit des patients, ce n'est pas obligatoire de porter ce masque. Donc on pourrait se dire combien d'entre nous ont eu la Covid-19. Donc ce qu'il faut savoir, c'est qu'on a lancé des campagnes de dépistage, donc des dépistages par PCR pour les soignants en contact direct 1 à 2 fois par semaine. Et on a fait aussi une enquête sérologique à la fin du premier acte.
Donc on a fait les tests de diagnostic rapide, enfin on a fait le screening par ces tests de diagnostic et on a complété par les ELISA et l'immunofluorescence maison. Et en pratique, sur 527 membres du personnel du l'IHU qui ont été testés par les différentes techniques, là on a 24 positifs, donc ça fait 4,5%, hein, ce qui est pas supérieur à ce qu'on retrouve dans la population générale. Les corps de métier les plus impactés, ça a été les infirmières, hein, qui correspondaient à 40% des positifs. Alors, autre remarque, par exemple, le laboratoire NSB3, hein, qui a isolé quand même 2832 souches, il y a eu 0 cas de contamination. Les leçons de l'acte 1, finalement, bon, on a eu plusieurs, mais une pour la gestion de la contagion, une capitale à retenir, c'est d'avoir assez de stock de matériel et d'équipements de protection. Donc c'est ce que vous voyez. Donc la cave, c'est entre guillemets un couloir du rez-de-chaussée bas. Donc là, vous avez tous les écouvillons, les bons écouvillons, parce que dans notre système D, à un moment donné, il n'y avait plus de virocutes, ni écouvillons nasopharyngés. On a pris des fécales swab, hein, donc ils étaient un peu gros, mais ils étaient tout à fait adaptés pour faire. On a fait quand même des prélèvements nasopharyngés, mais ils étaient tout à fait adaptés pour faire ce que vous voulez. Donc, du coup on a la cave, il y a les écouvillons. La salle de réunion, vous avez tout le diagnostic biomol, et ça, le grenier, c'est une des zones où il y a les start-up, on leur a fait pousser leurs meubles, et ça, c'est tous les équipements de protection individuelle. Donc, vous voyez qu'on est prêt à faire un siège et à continuer à prendre en charge les patients Covid. Alors, les défis de ce que j'appelle l'entracte, parce qu'entre les deux actes, il y a toujours eu très peu de cas, mais il y a toujours eu des cas Covid, et notamment hospitalisés à l'IHU. Hein, il a été chez Jean-Christophe, il y a eu en mai, juin, juillet, 2 patients. Ça a été de rentrer dans une activité mixte, Covid et non Covid. Pendant l'époque du confinement, à l'hôpital, quasiment tous les patients, c'était que des Covid, puisqu'on avait fermé toute l'activité. Là, on se trouve dans une activité mixte et très dangereuse, on l'a pu le voir à la PHM avec service hémato, très propice et très dangereuse pour les infections nosocomiales. Donc du coup, on a déployé dès le mois de juin une signalétique disposée devant les chambres des patients, rappelant toutes les précautions qu'on doit appliquer quand on rentre dans une chambre isolement Covid-19. Donc ça, c'est ce qu'on a fait spécifiquement pour cette activité mixte. Et comme je vous dis, vous voyez bien qu'il y a certes le masque, mais vous voyez déjà 3 fois sur 3 lignes l'alcool, donc les solutions hydroalcooliques, qui sont un moyen crucial pour lutter. Alors, on a aussi dû faire face à l'afflux de personnes venant se faire dépister à l'IHU. Donc, dans ce tableau de contrôle, on voit que le lundi 12 octobre, il y a eu 1399 personnes qui sont venues sur place. Donc pour améliorer le flux, qu'est-ce qu'on a fait? Ouvert depuis septembre, outre la prise en charge des rendez-vous Doctolib. Pour certains, vous avez peut-être dû voir hier notre système d'enregistrement rapide SIDEP qui permet d'enregistrer en 3 minutes les personnes. Et là, vous avez sur l'ordinateur qu'on a au 4e étage un tableau de bord qui nous permet de suivre au fil de l'eau les patients qui sont arrivés heure par heure, combien ont été testés, combien étaient symptomatiques, asymptomatiques, et les délais de rendu de résultats. Donc là, vous voyez, pour les non-urgents, on est à une moyenne de 8 heures de rendu de résultats, mais on peut descendre jusqu'à 1 heure pour le non rapide, comme on va le voir pour les tests rapides. Alors, en effet, il y a une nécessité de tests rapides. Les tests antigéniques, on les a testés, la sensibilité est extrêmement médiocre. On est à moins de 70%, donc si on veut faire le diagnostic de maladie contagieuse, on ne peut pas s'en servir. On a essayé aussi d'évaluer en même temps les tests de VITA-PCR. Alors pourquoi on a évalué ces tests? Eh bien, sur les premiers rapports qui étaient faits du CNR, il y avait de très mauvaises conclusions sur ces tests VITA-PCR en disant que ce n'était pas assez sensible et qu'ils n'étaient pas adaptés au screening des patients. Donc on a pu évaluer, ça aussi c'est une force de l'IHU, hein, en moins d'une semaine, on a pu évaluer 534 patients, et alors que c'était au départ une technique, la VITA-PCR, qui était censée être moins sensible, voire très peu sensible, elle s'est avérée en pratique
plus sensible que notre PCR standard. Donc c'est un outil tout à fait adapté au dépistage. Et donc à l'heure actuelle, vous avez pu le voir hier, donc les tentes qui ont été développées par la start-up Procramé de l'IHU, donc où les personnes peuvent venir se faire prélever directement comme vous voyez là. Et on a à l'intérieur mis en place 2 automates Vita PCR. Et ça va être quoi l'avantage de la Vita PCR? C'est qu'en 20 minutes, vous avez votre résultat par biologie moléculaire qui est extrêmement sensible. Donc on fait le prélèvement, on met en suspension, 5 minutes après, ça passe dans l'appareil, et 20 minutes après, vous avez négatif ou positif. Et donc en cas de positivité, vous avez 3 mètres à faire et vous arrivez directement en consultation à l'hôpital de jour où Mathieu vous accueillera. Alors ce qu'il faut savoir, c'est que ces appareils sont unitaires. Donc il en faut, si on veut être rentable, il en faut en aligner plusieurs, hein, de 2 à 4. À l'heure actuelle, on a 18 appareils déployés, donc à l'IHU, mais aussi au POC de l'hôpital Nord. Et depuis le 28 septembre, on a mis en place un laboratoire délocalisé aux urgences de la Timone pour qu'ils puissent faire leur screening très rapidement, sans nous encombrer. Donc voilà les principaux points dont je voulais vous parler aujourd'hui. Et on ne veut pas faire de marche, mais il y a des supporters.